OK, donc bonsoir et on va pouvoir commencer cette conférence sur la transition du primaire au secondaire donc pour nos jeunes qui vivent avec le TDAH. Conférence ce soir qui est présentée dans le cadre de notre 25e anniversaire à l'association Pendant la Naudière. Pour ceux qui ne sont pas déjà membres, on vous invite évidemment à aller naviguer à travers notre site Internet, visiter notre offre de services également pour possiblement avoir accès justement aux ateliers qui vous sont proposés pour vos jeunes qui vivent avec le TDAH ou même pour vous-même. Là, on a des services qui couvrent la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Là. Évidemment, je vais vous mettre tous les liens à la fin de la conférence. Mais pour ce soir, en fait, comme la conférence, le nom de la conférence le nomme, on va discuter de la transition du primaire vers le secondaire pour nos jeunes qui vivent avec un TDAH. L'objectif est évidemment de mieux les comprendre, de mieux les soutenir également, puis de pouvoir leur offrir un accompagnement un petit peu plus personnalisé en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs attentes aussi, puis en fonction du développement de leur cerveau. Donc, on va essayer à travers la prochaine heure ensemble de déconstruire ou démystifier certains mythes. euh, En lien finalement avec cette transition-là, pourquoi c'est si difficile, pourquoi c'est si stressant pour nos jeunes et surtout aussi pour nous à la maison en tant que parents, en tant qu'intervenants, qu'est-ce qu'on peut faire dans le concret pour les accompagner, pour les soutenir. Bref, on va pouvoir commencer tout de suite. Les objectifs de la rencontre, en fait, on a divisé la formation, la conférence, c'est-à-dire en trois grandes parties. La première partie résume un petit peu les enjeux cognitifs, sociaux, affectifs chez nos jeunes, d'un point de vue plus au niveau de la transition en tant que telle. Vers la partie 2, on va aller explorer un petit peu plus les particularités des défis qui sont spécifiques aux jeunes qui vivent avec le TDAH pendant cette période-là. Donc, que vous soyez on a le mois de mai qui arrive à bientôt, là, en fait, là. Donc, la transition commence à se faire ressentir un peu chez nos jeunes. À travers l'été également, il va y avoir des nouveaux défis qui vont émerger. Puis, bien évidemment, le fameux passage, l'arrivée finalement à la grande école au secondaire va être aussi marqué par certains défis spécifiques. Donc, comment on peut un petit peu plus accompagner nos jeunes à travers ça. Et en partie 3, en fait, on va finir avec des pistes concrètes d'accompagnement un peu plus adaptées aussi pour les parents, pour les intervenants, pour les enseignants. Donc, peu importe ce que vous venez chercher ce soir, vous allez pouvoir partir avec un petit bagage d'outils personnalisés à vos besoins et également à ceux de votre jeune. On va terminer également la conférence avec une petite période de questions et d'échanges, évidemment, pour ceux qui sont présents dans le virtuel. Partie 1, on va essayer de comprendre les bases, en fait, comme je l'ai nommé en début de séance. On va parler un petit peu plus du développement cognitif, le développement moral aussi et identitaire à l'adolescence. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de notre jeune à l'adolescence? Encore une fois, particulièrement celui du cerveau avec un TDAH, parce que souvent, en tant que parent, on a des attentes envers notre jeune. Bon, là, il est rendu à 12 ans, il est rendu à 13 ans, il est rendu à 11 ans, il est supposé être rendu là selon son développement. Selon ce que je connais d'un enfant de 12 ans, selon mon premier que j'ai eu, qui est le frère de mon plus jeune, par exemple, qui lui, à 13 ans, était bon, plus autonome, plus mature, qui savait où il s'en allait. Ben, pour un jeune qui vit avec un TDAH, parfois, ce petit délai-là de maturité émotionnelle et affective n'est pas à négliger parce que, effectivement, le TDAH et le cerveau du TDAH vient avec certains défis, certaines différences aussi quant à sa maturation. Donc, c'est important de bien le comprendre. Ça va nous permettre, d'une part, de réduire un peu nos attentes qu'on a souvent envers notre jeune. En intervention, il y a une phrase qu'on dit souvent là, pour être capable de créer des ententes, il faut savoir communiquer nos attentes. Puis ça, ben, ça passe évidemment par diminuer certains de nos attentes qu'on a envers notre jeune parce que c'est faux de dire qu'il va évoluer au même processus que tous les autres élèves, tous les autres enfants de son âge. Le TDAH est un défi en soi. Puis c'est important de bien le comprendre. Donc, on va faire un petit survol, en fait, du cerveau de notre jeune, comment ça se passe, comment la transition va s'arythmer finalement à travers son cerveau. Vous avez en introduction ici une petite phrase, une définition, en fait, un peu plus exhaustive de ce qu'est la transition. Un passage, un processus naturel d'un état à un autre, en général, qui est lent et graduel et qui est souvent synonyme d'un état qu'on dit intermédiaire. À travers le développement de l'humain, là, à travers leur développement,
le développement normatif d'un humain, là, l'humain va passer évidemment à travers plusieurs transitions qui vont être marquées et conscientes à l'âge adulte. Donc, que ça soit de changer de carrière, que ça soit d'avoir des enfants, que ça soit de déménager, c'est tous des moments qui sont synonymes de transition, des grandes transitions, mais également des petites transitions au quotidien, que ce soit juste de me lever le matin. Puis d'aller au travail, ben je passe à travers une transition. Je suis dans ma voiture, je suis dans le trafic, je suis dans une transition pour me rendre vers autre chose. Ben pour nos jeunes, en fait, là, pour nos adolescents, en fait, nos jeunes enfants en bas de 18 ans, là, il y a deux grandes transitions qui vont arriver dans leur vie. La première, évidemment, arrive à l'âge primaire. Donc, lorsqu'on passe de la garderie à l'âge primaire, c'est souvent là aussi pour nos jeunes qui vivent avec le TDAH on vient mettre des mots un petit peu plus sur les symptômes. On vient diagnostiquer officieusement souvent des TDAH à l'âge primaire, à l'âge secondaire, à l'âge de première année, parce que là, ils sont beaucoup plus sollicités, ils sont beaucoup plus euh, en demande face à leur attention. Donc, c'est souvent là où il y a une émergence de symptômes. Et donc, bien évidemment, le passage de la garderie à l'école primaire vient avec un lot de transition. Pour notre jeune, on le vit un peu plus difficile, pas plus difficilement, mais c'est-à-dire qu'on est moins conscient un petit peu, là. On va être plus sollicité, ça va être plus difficile cognitivement parlant, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre, là. Quand je passe de 4 ans à 5 ans, je suis encore en travail sur mon cerveau, je suis encore en travail sur moi-même, mais je réalise pas trop ce que je fais. Mais lorsque je passe, par contre, de ma deuxième grande transition, l'adolescence, là, qui arrive finalement du primaire vers le secondaire, ben là, hop là, OK, je suis un petit peu plus conscient des défis, un petit peu plus conscient de l'anticipation, de l'excitation, de la peur, de l'inquiétude. C'est toutes des émotions que je connais et que je me permets de vivre. Peut-être que je les intériorise, mais du moins, je sais comment je me sens ou j'imagine que je me sens pas nécessairement super à l'aise, super confortable. Euh, donc, c'est important de, encore une fois, bien comprendre cette transition-là pour pouvoir les accompagner au mieux, là. On a comme défini la transition en trois grands volets. Vous allez voir, ça va vous permettre peut-être de mettre des mots sur la période que votre jeune traverse en ce moment. Donc, il y a la première étant le départ. Donc, vous avez la petite phrase ici, là, quitter ce qui est connu, stable et sécurisant. Lorsqu'on quitte finalement le navire, là, on peut utiliser cette métaphore-là. Donc, on quitte l'école primaire pour se rendre à l'école secondaire. Bien, souvent vers le mois de mai, le mois d'avril, le mois de juin, ça va être des périodes qui vont être plus charnières un petit peu parce que là, ben, le changement est attendu. Vient avec ça une désorganisation qu'on va dire qui est naturelle, c'est-à-dire qu'on change de repère, on est dans une confusion, dans une instabilité aussi émotionnelle, on est peut-être plus irritable. On est plus stressé, on est plus insécure, on a une petite perte aussi de nos repères, de notre guide, parce que là, ben, dans les prochaines semaines à venir, votre jeune va transitionner, l'été va arriver, ça va être une longue transition avant de passer finalement au secondaire, mais quand même, ça me permet en tant que jeune qui vit avec un TDAH, d'avoir un besoin encore plus important de structure et de repères, parce que là, je le sais que je ne sais pas trop sur où je m'en vais, sur quoi compter. J'ai de la difficulté à anticiper un petit peu ce qui arrive également. Donc, évidemment, vient avec ça un risque accru d'anxiété, de comportement positionnel aussi ou de repli. Puis là, c'est nommé avec un jeune qui vit avec un TDAH, mais on peut le voir aussi avec des jeunes qui vivent pas avec le TDAH. En fait, là, la fin de l'année scolaire est souvent une période un petit peu plus difficile pour nos jeunes, quel qu'en soit leur défi, simplement parce que l'excitation de l'été arrive, la chaleur, les journées sont plus longues. J'ai été vraiment sollicitée pendant toute mon année scolaire à rester focusée, à rester disciplinée, à essayer de me concentrer, à essayer de performer. Ben là, je sens un relâchement. La pression retombe un petit peu, mais en même temps, il faut que je performe parce que j'ai mes examens de fin d'année, puis là, je transitionne vers autre chose. Fait que, bref, c'est marqué par on quitte finalement là, tout ce qui est sécurisant, tout ce qui est stable pour aller vers autre chose. Donc, c'est pour ça que on voit souvent des comportements qui commencent à émerger. Donc, pour vous à la maison, si vous ne savez pas trop si vous êtes en train d'être dans cette période-là, je vous dirais que les comportements positionnels, c'est souvent ce qui revient le plus souvent comme signe précurseur de transition potentielle. Donc, quand vous sentez que votre jeune est un peu plus irritable, un peu plus irritant aussi, puis qui, à votre tour aussi, vous le transmet, là, de votre côté aussi, vous sentez en tant que parent professionnel que vous êtes un petit peu moins disponible, ben c'est souvent là où on se rend compte que, bon, le départ arrive puis la transition s'en vient. On arrive, par exemple, pas par exemple, on arrive dans le deuxième volet de la transition qui est la liaison.
Donc, à ce moment-là, on dit l'ancien est quitté, le nouveau est encore à intégrer. Donc, pour vos jeunes, cette période-là peut arriver au mois d'août, au mois de juillet, particulièrement. En fait, on la voit plus au mois de septembre, au mois d'octobre, parce que là, on est rentré dans la nouvelle ère, dans le changement de la grande école. Mais c'est toujours une période qui est marquée d'instabilité, d'adaptation et de tâtonnement aussi. Donc, à ce moment-là, notre jeune va rechercher des nouveaux repères, va aller expérimenter, va aller s'ajuster. Puis encore une fois, mais pour notre jeune qui vit avec un TDAH, cette période-là, elle est souvent marquée d'essais-erreurs, tant au niveau relationnel, scolaire que émotionnel. On le sait, le jeune qui vit avec un TDAH a possiblement une estime de soi qui est souvent plus affectée, selon les statistiques, selon les recherches également, on le perçoit beaucoup. Et donc, on a une vulnérabilité un petit peu plus accrue aux influences sociales ou même aux tendances, à la tendance au repli. Ce qui fait que, bon, ben, je vais peut-être aller essayer de être dans telle gang où je vais m'associer avec un ami qui, à prime abord, j'irai peut-être pas vers lui, mais là, j'ai besoin de sentir que je suis dans un sentiment d'appartenance, j'ai besoin de sentir qu'il faut que je teste, il faut que j'essaie. Je m'accroche un petit peu à tout ce qui est autour de moi. Je veux explorer, je veux essayer. J'ai peu ou pas assez d'inhibition, ce qui fait que je sais pas trop, je réfléchis pas nécessairement. Je suis peut-être un petit peu impulsif aussi. Alors, la première personne qui m'invite à venir dîner avec lui, je réfléchis pas nécessairement à savoir si c'est mon genre de personne. Fait que je vais essayer, je vais tester. Je suis en train de m'adapter un petit peu à tout ce qui est mon nouvel environnement. Et donc, ça n'est pas encore intégré en moi. J'ai pas encore d'ancrage. C'est souvent là aussi, on se rappelle, les jeunes qui vivent avec un TDAH ont besoin d'ancrage, ont besoin de repères, ont besoin de points de sécurité. Et à ce moment-là, à travers la liaison, ben, on est dans l'exploration. Donc, c'est sûr on n'a pas encore d'encre, là, finalement, ou de quai où on peut s'accrocher. On est encore en train de naviguer à travers tout ça. Arrive finalement la troisième étape qui est l'intégration. Donc là, notre jeune se sent à sa place dans le nouvel environnement. Dans le cas échéant, on parle de la transition du primaire secondaire, donc à la grande école, au secondaire. À ce moment-là, on parle d'une stabilisation des repères, une reprise de confiance aussi pour notre jeune. Donc là, j'ai essayé, j'ai tenté le terrain, j'ai développé quelques amitiés, quelques liens, quelques structures aussi dans mon environnement. Je suis capable de me référer, bon, à ma TS est dans ce bureau-là, tel professeur est dans ce bureau-là ou quoi que ce soit. Tu sais, je suis capable d'avoir certains repères. C'est souvent là où on parle d'un développement de sentiment de compétence et d'appartenance qui est encore plus mobilisé, encore plus accru. Et bien évidemment, pour le jeune qui vit avec le TDAH, encore une fois, l'intégration est marquée d'un environnement qu'on dit qui est prévisible, soutenant et valorisant. Donc, lorsqu'on se sent bien ancré dans notre stabilité, dans nos repères, dans notre nouvel environnement, ben là, pour moi, ça me permet de renforcer mon estime, ma motivation scolaire. Puis pour un jeune qui vit avec un TDAH, un des leviers les plus marqués pour l'amélioration ou la diminution des symptômes en lien avec le TDAH, c'est lorsqu'on renforce leur estime de soi. Donc, lorsque je me sens plus confiant, je me sens plus compétent, je me sens plus sûre avec moi-même, ben, je vais avoir un petit frein un peu plus normatif face à certains de mes comportements. Je vais avoir un pas de recul dans mes relations. Je vais être capable de nommer les choses. Je vais être capable de réaliser aussi que, bon, là, OK, je suis allée trop loin, je peux m'excuser malgré mon impulsivité. Donc, évidemment, tout ça vient par le fait même diminuer certains symptômes en lien avec le TDAH. C'est sûr que cette période-là arrive pas au mois de septembre ou au mois d'octobre. Il y a des jeunes qui vont le vivre au mois de décembre, au mois de novembre. Ça va prendre 2 à 3 mois. C'est des transitions qui prennent du temps. Il y en a pour qui ça va aller un peu plus rapidement. Donc, je dirais qu'on va aller explorer aussi les facteurs de protection, là, les choses qu'on peut mettre en place pour favoriser cette intégration-là au mieux. On veut évidemment respecter le rythme de notre enfant, de notre jeune, mais on veut quand même sentir que il s'intègre, il se sent bien, il se sent valorisé. Puis de notre côté, nous, à la maison, en tant que parents, en tant qu'intervenants, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, sans accélérer nécessairement ce processus-là d'intégration, mais favoriser au mieux pour assurer une bienveillance puis assurer un meilleur climat.
Petite parenthèse ici par rapport au développement cognitif du cerveau. On va faire la parenthèse en lien avec le développement plus global, le développement progressif dans le stade des opérations formelles, là, comme le dit notre bon ami Jean Piaget, qui est un grand pionnier de l'étude du développement de l'enfance. En fait, lui, ce qu'il nomme, c'est que vers 11 ou 12 ans, donc vers le rythme de passage du primaire vers le secondaire, le cerveau, en fait, on passe vers une pensée abstraite. Donc, on n'est plus dans une pensée nécessairement de je réponds aux demandes de mes parents sans nécessairement questionner. Là, en ce moment, je me mets à réfléchir un petit peu plus. Je suis dans un raisonnement qu'on dit hypothétique. J'évalue les multiples possibilités. Donc, j'embarque dans un stade où on appelle ça l'adolescence aussi, où je questionne le sens de tout. Euh, donc, c'est souvent marqué avec une petite anxiété. C'est souvent, en fait, perçu comme de l'anxiété parce que là, je donne une demande à mon jeune, puis là, il se met à questionner, il se met à réaliser qu'il y a plusieurs options. Il peut me dire non, pas juste non parce qu'il se braque à ça, mais parce qu'il réfléchit vraiment plus longuement à qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. On vient questionner vraiment le sens là, derrière les demandes qu'on fait. Ce qui arrive par contre avec tout ça, c'est que lorsqu'on vit avec le TDAH, rappelez-vous, on a une atteinte au lobe frontal. Donc, c'est tout ce que vous voyez à l'avant du petit cerveau. Et donc, dans le cortex préfrontal, en fait, ce qui reste cette capacité-là qui est encore en émergence, elle reste très fragile et très inconstante à cet âge-là. D'autant plus chez les jeunes qui vivent avec un TDAH, où donc on voit une immaturité du cortex préfrontal qui est encore plus marquée. Donc, il y a un grand décalage entre ma pensée rationnelle, qui est à l'avant ici, puis mes émotions, qui sont en arrière. Donc, le chemin ne se fait pas aussi facilement, là, pour résumer très brièvement. Il faut se rappeler aussi que le cortex préfrontal va se développer jusqu'à 25 ans. Et chez les jeunes avec un TDAH, le développement est souvent retardé de 2 à 3 ans. Ce que ça veut dire, c'est pas qu'à 28 ans, votre jeune va avoir un cerveau complètement mature à 100%. Ça, c'est des choses qu'on peut pas prévenir ou prévoir. Mais pour un jeune qui a à peu près 12 ou 13 ans, dans son développement normatif, il est rendu à réfléchir, à faire des associations, à avoir une pensée abstraite. Bien, pour un jeune qui vit avec un TDAH, souvent on parle d'un décalage de maturité émotionnelle. Puis là, il faut faire la distinction de la maturité en lien avec l'intelligence, puis la maturité émotionnelle, parce que c'est deux sphères complètement différentes. Ce que ça veut dire, c'est que votre jeune qui a 12 ans, qui vit avec un TDAH, peut être super brillant, là. Il vous dit, là, ben oui, maman, c'est ça qu'il faut que je fasse, je sais que j'ai pas le droit de faire ce choix-là, ça, c'est un bon choix, ça, c'est pas un mauvais choix. Mais dans l'application, c'est plus difficile. Je deviens un peu plus immature émotionnellement, j'ai moins d'inhibition. J'ai moins de retenue. J'ai de la difficulté à régulariser mes émotions aussi. La dysrégulation émotionnelle, souvent, qui est un autre symptôme associé au TDAH. Et donc, j'ai un petit retard, des fois, de maturité émotionnelle de 2 à 3 ans. Donc, c'est pour ça que votre jeune qui a 11 ans, 12 ans, les attentes que vous avez envers lui face à un jeune de 11 ou 12 ans, ben, ça se pourrait qu'il soit peut-être plus vers un jeune de 9 à 10 ans en ce moment dans son cerveau. Les demandes que vous faites, vous avez l'impression que vous répétez constamment. Vous avez l'impression que, mon Dieu, il est rendu à 12 ans, il devrait être plus autonome que ça. Mais ça se pourrait qu'on remarque ce petit retard de maturité émotionnelle-là. C'est quelque chose qu'on voit souvent chez nos jeunes qui vivent avec le TDAH. Petite parenthèse sur la plasticité cérébrale parce que, encore une fois, c'est un concept un petit peu plus de neurosciences, mais qui est quand même important à garder en tête. Là. L'objectif, c'est de ne pas rentrer dans la théorie trop en large, mais quand on parle d'élagage synaptique et de synaptogénèse, ça, c'est des mots super complexes que je vais vous résumer vraiment très rapidement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau du jeune, en fait, on l'a nommé, va maturer jusqu'à ses 25 ans. Donc, encore à ce moment-là, jusqu'à 25 ans, on essaie de créer des connexions neuronales, des nouveaux chemins. On essaie de favoriser l'apprentissage, bonifier aussi certaines demandes qu'on a envers notre jeune pour qu'ils viennent encoder, finalement, se créer un nouveau chemin neuronal pour qu'après 25 ans, ils puissent l'avoir acquis. Et donc, on n'a pas nécessairement besoin de le remodeler ou de le retravailler. On veut mettre les bases solides pour que le cerveau soit en pleine maturité dès son 25e anniversaire. Ce qui arrive avec ça, c'est que lorsque l'adolescent, en fait, ce que l'adolescent va vivre et va répéter régulièrement, va permettre de sculpter littéralement son cerveau. Donc, on vient de le nommer, on veut créer des chemins neuronaux, des connexions pour favoriser le plein développement.
D'où l'importance, en tant que parent, d'avoir des interventions qu'on dit régulières, bienveillantes et adaptées parce que lorsqu'on adopte cette posture de parent avec une approche plus bienveillante, une approche évidemment très encadrante, parce qu'avec notre jeune qui a un TDAH, on se doit d'être très encadrant, parfois un peu rigide aussi. On doit répéter, évidemment, beaucoup. Ben, ça va nous permettre de possiblement donner une chance au cerveau de notre jeune d'influencer les circuits neuronaux de façon positive qui sont encore en construction. Ce que ça veut dire, c'est que plus on répète, plus on nomme les choses, plus on accompagne notre jeune, plus on lui offre des outils pour favoriser son autonomie à en devenir et qui, par le fait même, dès ses 25 ans ou dès son expansion de maturité, donc même à partir de 14, 15 ans, il va pouvoir créer des connexions lui-même à son tour, de par le fait qu'il va répéter les choses que vous lui avez nommées, et donc offrir une chance, encore une fois, au cerveau de encoder les bons chemins neuronaux à préconiser et par le fait même favoriser son autonomie et son bien-être en société plus tard. Pour notre jeune qui vit avec un TDAH, on l'a nommé, les grands défis, hein, la régulation émotionnelle, la planification, les habiletés sociales, c'est tous des choses qui sont en lien avec les fonctions exécutives, donc l'atteinte de notre cerveau dans le cortex préfrontal lorsqu'on a un TDAH. Ben encore une fois, dans l'appliquer, ce que ça veut dire, c'est plus on pratique, plus on offre du renforcement positif, plus on offre une chance de développer ces compétences-là, ces facteurs-là de protection pour notre jeune et favoriser ainsi son adaptation et son bien-être. Donc, c'est encore une fois une petite parenthèse juste pour vous rappeler que le cerveau de votre jeune est en construction, est en maturation, et ben, est en train de maturer, en fait, de se construire. Donc, c'est important de garder en tête que tout ce qu'on va dire et nommer va être encodé par le cerveau. Donc, l'importance de répéter les bonnes choses et les meilleures choses possibles et que tout est récupérable aussi. Je vous dis pas qu'après 25 ans, ça ne l'est pas, mais si vous avez des choses à apprendre à votre jeune ou à construire avec lui avant 25 ans, c'est souvent le moment où c'est le plus facile à façonner, là. Au niveau du développement moral et identitaire, donc encore une fois, vous avez ici trois petits volets un peu plus théoriques. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un adolescent qui se sent compris et accepté va avoir une chance de développer plus de résilience émotionnelle et de stabilité comportementale. Donc ici, là, vous voyez, là, encore une fois, des petites bulles. Lorsqu'on arrive vers 11 ou 12 ans, on passe d'une pensée qui est plus hétéronome à une pensée qui est plus autonome. Ce que ça veut dire, c'est qu'avant, lorsque mon parent me donnait une consigne, me faisait une demande, je questionnais pas vraiment le sens du pourquoi. Vu que ma mère me l'avait dit, c'était l'autorité, c'était la figure en haut de moi, donc j'acceptais, j'adhérais. Je m'opposais peut-être un petit peu parce que j'ai un TDAH, mais reste que je m'opposais pas nécessairement à savoir le pourquoi du comment derrière la demande ou la consigne faite par mon parent. C'est l'autorité, puis je m'y soumets, entre guillemets. Lorsqu'on arrive à 11-12 ans, on passe dans une pensée qui est plus autonome, où là, on teste les limites. On recherche le sens des règles. On a besoin de savoir le pourquoi du comment du parce que. On l'a nommé, on passe d'une pensée qui est plus abstraite, raisonnement hypothétique. On est en train de analyser les multitudes de possibilités possibles. Faut que ça fasse du sens dans ce que tu me dis. En tant que parent, ce qu'on peut faire pour intervenir, pour adapter, lorsque votre jeune vous dit qu'il y a une demande, puis vous dites, ben, c'est ça parce que c'est ça, puis c'est moi qui décide parce que je suis l'adulte, les chances sont qu'ils vous obstinent et s'opposent à vous très énormes parce qu'à ce moment-là, tout ce que vous avez nommé comme justification, pour eux, ne fait pas de sens. D'où l'importance de répéter, de régulariser, pas d'arriver dans un ton de moralisateur nécessairement, mais quand même, il faut nommer le pourquoi on fait telle intervention ou telle demande avec notre jeune. On va voir un petit peu à la fin là, quelques outils ou stratégies que vous allez pouvoir mettre en place là, de façon un petit peu plus brièvement, là, expliquer brièvement, là. Ce qui arrive aussi, mais la relation avec les pairs devient le levier central chez notre jeune. Parce que là, je questionne plus juste l'autorité. Je suis plus juste en train, en fait, de me soumettre à l'autorité. Là, j'ai vraiment plus envie d'être avec ma gang d'amis, avec mon monde. Ça devient vraiment un facteur de protection numéro un dans leur développement, d'avoir des relations avec les amis, de sentir qu'ils sont proches, de sentir qu'ils sont dans une gang, dans un groupe d'amis aussi. Ça devient vraiment un levier super important pour eux.
Chez les jeunes qui vivent avec un TDAH, on a de la difficulté à anticiper les conséquences. Ce qui arrive, c'est qu'on voit souvent un déficit d'inhibition ou une hausse d'impulsivité également. Encore une fois, on le nomme et on le renomme. On est beaucoup plus sensible aux relations puis aux pressions sociales aussi de notre entourage, des autres amis. Ce qui fait que je suis en train de construire mon identité, je suis en train de tester un petit peu les limites. J'ai besoin de ma mère quand même, mais je veux pas trop qu'elle le sache. J'ai besoin de m'appuyer sur mes amis. En même temps, je les connais pas trop. Je suis dans un grand tourbillon de je sais pas trop où faut que j'aille, je sais pas où ma stabilité émotionnelle. Euh, alors, tu sais, ce qui arrive avec ça, c'est qu'évidemment, j'ai plus de comportements impulsifs parce que je veux encore plus être acceptée dans le groupe, parce que j'ai encore plus besoin de sentiments d'appartenance positif, d'avoir un sentiment de soutien accru, positif envers mes pères, envers ma famille. Je suis toute mélangée, je ne sais pas trop me diriger, j'essaye de faire de mon mieux. Et là, rajouter à ça la période de transition qui arrive, là, donc je pars du primaire vers le secondaire, nouveaux amis, nouveaux repères, nouvel environnement. Ah, je suis déstabilisée. Il arrive beaucoup de choses, puis c'est ce qu'on va voir en fait, qu'est-ce qui peut arriver à moyen long terme. Donc, en résumé, en fait, là, pour clore cette petite partie un peu plus théorique là, en lien avec leur développement identitaire, là, l'adolescence, c'est un moment clé de réorganisation cérébrale, émotionnelle et sociale, d'où l'importance de toujours modeler et répéter et utiliser notre jugement d'adulte à bon escient avec eux. Le cerveau d'un ado qui vit avec un TDAH recherche activement des stimuli. On l'a nommé à plusieurs reprises, qu'il soit hyperactif, inattentif. On a besoin d'être stimulé constamment, mais on a souvent moins d'outils pour organiser, planifier et inhiber certains de nos comportements. Alors, notre rôle à nous en tant qu'adultes, en tant qu'intervenants, en tant que mentor, en tant que grand frère, grande sœur un peu plus âgé que notre petit frère, petite sœur, c'est d'être des sculpteurs de circuits neuronaux. Donc, rappelez-vous la plasticité cérébrale pour leur permettre d'offrir des expériences qui vont être répétées, sécurisantes et valorisantes et qui vont, encore une fois, donner une chance de plus à notre jeune de se construire de la meilleure façon possible. Donc, on va embarquer dans la partie 2, enjeux sociaux et émotionnels. Donc là, vraiment, on y va un peu plus dans le concept de la transition, là, véritablement, là, lorsqu'on passe du primaire au secondaire. Donc, nouveau milieu, appartenance sociale, rôle de l'attachement du parent aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que parents? Est-ce qu'on doit l'accompagner, le guider, rester en silence, être un peu plus disponible, un peu plus rigide? C'est quoi les bonnes choses à prioriser, à préconiser dans notre rôle de parent? Donc, encore une fois, là, la transition vers le secondaire, on a parlé de transition en début de conférence. Lorsqu'on y va d'une transition un peu plus marquante, là, donc vraiment l'entrée au secondaire, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adolescent va changer d'écosystème au grand complet. Donc, il va passer d'un milieu qu'on dit plus unique et stable. Ça fait 7 ans, 6 ans que je suis à l'école, de ma maternelle à ma sixième année. Et là, j'arrive dans un milieu qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fragmenté. J'avais un professeur auparavant pendant toute l'année. C'était très sécurisant. J'allais en classe, je me faisais guider. Les profs venaient me chercher en classe pour aller au rang, aller voir mon spécialiste. Et là, j'arrive au secondaire. Je suis rendue avec 12 profs. Je suis rendue autonome dans mes transitions. Je dois être autonome, en fait, dans mes transitions. Faut pas que j'oublie mon matériel. J'ai des examens à gérer. J'ai un horaire à gérer. Puis il n'y a personne qui est là pour me guider, m'encadrer. Je suis laissée à moi-même. Je change d'écosystème au grand complet. Notre grand ami Bronfenbrenner, encore une fois, qui est un des pionniers en fait, qui a développé un système là, qui lui nomme comme un système imbriqué. Donc, l'enfant se développe à travers un système qui est très concret. Donc, l'enfant se développe à travers les familles, à travers sa famille, à travers l'école, à travers les amis. Puis, même au-delà de ça, ça développe à travers les relations que ses parents ont envers leur patron, qui vient teinter de dommages collatéraux, parfois même le jeune qui est au centre. Et donc, toute transition écologique, qui lui appelle un changement d'environnement, nécessite une période d'adaptation. Ce que ça veut dire, on l'a nommé tantôt, quand j'arrive chez moi le soir, j'ai passé la journée au travail, je suis dans ma voiture, j'arrive à la maison. Oh, là, j'ai transitionné. J'ai passé de mon environnement de travail à mon environnement à la maison. Je suis dans deux systèmes complètement différents. Moi, j'ai eu la chance de passer de mon système de travail à mon système d'école dans ma voiture. J'étais dans le trafic, ça m'a pris une demi-heure, j'ai sacré, j'étais pas contente, mais j'ai eu le temps de transitionner, de changer de repère. J'étais dans mon environnement de travail. Pour arriver à mon environnement à la maison, j'ai transitionné à travers mon chemin de voiture
où j'ai eu le temps de réfléchir à certaines choses, à m'habituer, mon cerveau s'est rendu plus disponible, je me suis adaptée. Pour un jeune, encore une fois, qui vit avec un TDAH, ben, cette rupture de repère-là, elle est encore plus déstabilisante. Quand je passe de l'école à la maison, quand je passe de l'école primaire à l'école secondaire, c'est un grand moment de perte de repère. Le besoin d'anticipation, de structure et de clarté devient vraiment crucial pour limiter l'anxiété. C'est souvent pour ça aussi où lorsque vous allez chercher votre jeune à l'école, au secondaire, la première chose que vous faites en arrivant, quand vous allez chercher, il embarque dans la voiture, puis mon gars, comment ça s'est passé aujourd'hui ta journée? Wow, attends une minute, là. Lui, il vient de transitionner du secondaire, de l'école à la voiture avec maman. Maman qui est mon repère familial, qui fait partie de mon système imbriqué de la famille. Là, j'ai pas eu le temps de m'adapter, de transitionner, d'arriver à la maison, que je me fais déjà bombarder des questions sur ce qui s'est passé. Tu sais, il y a certains jeunes qui vont penser aussi en tiroir un peu. Donc, il y a le tiroir de la famille, il y a le tiroir de l'école. Là, j'ai pas eu le temps de fermer mon tiroir de l'école puis d'ouvrir mon tiroir de la famille. Puis, je suis déjà en train de mélanger à travers ce qu'il faut que je nomme à ma mère. J'ai pas envie de lui en parler. Ça devient bien compliqué, tout ça. Euh, Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire dans le concret pour essayer d'adapter tout ça? Bien, évidemment, c'est de leur laisser leur espace, mais de toujours offrir un encadrement et un guide. On l'a nommé tantôt, un des facteurs numéro un de protection pour nos jeunes sont les amitiés. L'adolescence est vraiment marquée par un grand besoin d'appartenance accru et se sentir accepté par un groupe est essentiel au développement identitaire de notre jeune. La problématique chez les jeunes qui vivent avec un TDAH, c'est qu'on parle souvent de difficultés d'autorégulation émotionnelle, donc de l'impulsivité, de la maladresse sociale et souvent des comportements qui sont mal interprétés, donc qui peuvent être perçus comme de la provocation ou même un désintérêt. On parle aussi d'inférence sociale, ce qui arrive souvent, encore une fois, on parlait de défis, difficultés de maturité émotionnelle pour notre jeune qui vit avec un TDAH, mais souvent on la voit par les inférences sociales. Donc, je suis dans les corridors, j'ai un ami qui me bouscule involontairement, il m'accroche, mes livres tombent par terre. Ben, mon premier réflexe, c'est de réagir. Je suis impulsive. Ben, voyons, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu m'as poussé? Je t'ai rien fait. Et là, je pars sur mes grands chevaux parce que, bon, je suis réactive, je suis impulsive. Là, l'ami, il réagit. Mais voyons, je t'ai pas poussé, calme-toi. Là, j'ai l'impression que ça me provoque. Bref, des escalades. On finit par se séparer. Il n'y a pas nécessairement de chicane, mais là, les autres m'ont vu alentour réagir assez intensément. Pourquoi? Parce que j'ai eu de l'inférence sociale. J'ai eu une mauvaise lecture de la situation. Pour moi, l'ami m'avait frappé volontairement. Il voulait mon mal. Il m'a bousculé. Alors que dans les faits, oh, là, je rewind un petit peu. L'ami m'a accroché, je suis tombée. Mes livres sont tombés, c'est pas volontaire, mais moi, j'ai réagi par impulsivité. J'ai pas été capable d'aller chercher ma capacité à raisonner puis à me dire, ah, regarde un peu, ça se pourrait qu'il ait pas fait exprès, ça se pourrait qu'il m'ait vraiment juste accroché. Moi, ma gâchette d'impulsivité est partie un petit peu plus vite. Ma mèche, là, d'impulsivité, c'est pas long qu'elle est arrivée puis j'ai explosé parce que j'ai réagi. Donc, c'est toutes des choses qu'on voit qui sont, oui, des facteurs de protection. Donc, on recherche à avoir un sentiment d'appartenance, à se sentir valorisé, validé. Mais en même temps, ben, les amis, des fois, ben, c'est pas toujours évident de créer des bonnes relations sociales de par tous nos comportements un petit peu plus de défis en lien avec le TDAH. Ce qui fait aussi, tu sais, pour revenir à nos systèmes imbriqués là, qu'on parlait, ce qui fait que quand j'arrive à la maison puis ma mère elle me questionne à savoir comment a été ma journée, ça se pourrait que les premières choses à laquelle je pense, c'est ah ouais, c'est ça qui est arrivé, je me suis chicanée avec quelqu'un parce que lui avait pas raison, je rumine de la frustration. J'ai pas nécessairement envie de passer de cette transition-là de mon école puis de la rapporter à la maison. Ce que j'ai vécu là, j'ai envie de laisser ça là. J'ai envie de changer de mood. Euh, Puis il y a possibilité aussi que je m'en rappelle pas parce qu'on le sait aussi, la mémoire de travail est affectée quand on a un TDAH, la mémoire à long terme également, ce qui fait que ben ma capacité à me souvenir de ce qui s'est passé même il y a 3 4 minutes, si je l'ai pas encodé, si je l'ai pas mis dans mon petit tiroir de mémoire, ben il y a des bonnes chances que je m'en rappelle pas. Fait encore une fois, ça me fait creuser, ça me dérange. Fait que quand ma mère me questionne à savoir ce qui s'est passé aujourd'hui puis je suis pas capable de le nommer, ben ça me dérange.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent là, pour favoriser tout ça? Là, on parle de l'attachement parental qui est un filet de sécurité qu'on dit indispensable. Donc, évidemment, on veut offrir à notre adolescent un espace pour qu'il puisse exprimer ses peurs sans jugement, ce qui va lui permettre de développer, encore une fois, plus de résilience face aux grands défis du secondaire, là. Donc, évidemment, chez les jeunes qui vivent avec un TDAH, on parle souvent d'un monde intérieur souvent chaotique. C'est très rare que leur chemin est très linéaire, hein, armé de hauts et de bas. On a de la difficulté à réguler seul nos émotions fortes. Donc, même si on est rendu à 11, 12 ans, on a encore besoin de modèles, on a encore besoin de renforcement positif, on a encore besoin de voir et de ressentir que nos parents nous écoutent, nous valident et nous permettent de nous exprimer librement dans nos émotions. Et donc, ben, cet attachement-là sécure qu'on veut avoir de nos parents va nous offrir une base affective stable pour explorer et pour s'adapter. On ne rentrera pas en détail sur les attachements, les styles d'attachement, mais pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller les lire, les styles d'attachement. Là, il y a le sécure, l'ambivalent, l'anxieux. Bref, il y a vraiment une grande étude, une grande théorie psychologique derrière tout ça qui peut vous permettre d'ajuster certains de votre façon de voir les choses avec votre jeune, dans votre style parentalité avec lui, pour lui permettre d'avoir ces bases-là affectives qui sont stables. Donc pour lui permettre de lui s'engager au préalable, ben, pas au préalable, mais prochainement ou dans un avenir un peu plus éloigné avec certaines de ses relations pour développer des meilleures relations, des meilleures connexions finalement, là, pour ceux que ça intéresse. Donc, bref, vous avez les attachements, vous pouvez aller creuser. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'on vise évidemment un attachement qui est plus sécure et on vise un style parental aussi qui est plus chaleureux. On pourrait parler d'un style qu'on dit démocratique, mais ce que ça résume à travers ça, là, on vise de la chaleur, de l'écoute, mais un cadre très clair et un encouragement à l'autonomie. Donc, on l'a nommé, il faut résoudre nos attentes, mais il ne faut pas non plus tout faire pour eux. Il ne faut pas les surprotéger. Il faut leur offrir quand même un espace pour qu'ils puissent tester, explorer, en sachant qu'on est derrière si jamais ils se plantent, mais quand même, il faut qu'ils le fassent par eux-mêmes. Ce qu'on peut faire comme action concrète, verbaliser notre amour et notre soutien, mettre des balises qui sont fermes. On se rappelle du 3C, être clair, être cohérent, être conséquent face à nos demandes envers notre jeune et favoriser l'expression émotionnelle à la maison. Donc, c'est sûr que si vous avez des demandes envers votre jeune, de lui dire, moi, j'ai envie que tu me dises quand tu te sens pas bien, quand tu es inconfortable, je veux que tu me nommes si tu es en colère, si tu es triste, mais que vous, en tant que parent, qu'ils aient son premier modèle, vous ne le faites pas, vous n'avez pas le réflexe de le faire, ça devient contre-intuitif un petit peu de vouloir montrer à notre jeune comment le faire si nous-mêmes, on le fait pas. Fait que des fois aussi, c'est un petit travail qu'on a à faire en tant que parent, en tant qu'intervenant, à se demander, est-ce que je me permets de me délivrer un petit peu envers mon jeune, sans nécessairement rentrer dans tous les détails? Est-ce que j'ai déjà offert à mon jeune une vulnérabilité face à mes ressentis, face à mes émotions, qui lui permet de se modeler et de peut-être prendre exemple sur comment moi j'ai vu les choses dans un attachement qui est évidemment sécure et avec un style de parentalité qui est très chaleureux, mais encadrant. Euh, donc, encore une fois, ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que le besoin fondamental de savoir que les parents demeurent disponibles émotionnellement. Donc, pour notre jeune, c'est important qu'ils le comprennent. Et même en phase d'émancipation qui est naturelle. Donc, malgré toute cette transition-là, cette émergence-là de liberté, ils ont besoin de savoir que leurs parents ne sont pas des robots. Ils ont des émotions, ils les vivent, ils les manifestent, puis eux autres aussi font des erreurs. Encore une fois, en résumé, ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette transition-là du primaire secondaire modifie profondément l'environnement immédiat de notre jeune. Et donc, les jeunes qui vivent avec le TDAH ont besoin d'intervention psychosociale pour naviguer cette phase-là. On ne rentrera pas aujourd'hui dans la médication, dans tout le traitement multimodal, mais ce qu'il faut garder en tête quand même avec notre jeune qui vit avec un TDAH, en période de transition, souvent, ben, c'est là où les symptômes de TDAH, les manifestations vont être accentuées. Il y en a pour qui vont se questionner à savoir est-ce qu'on a juste une médication, est-ce qu'on va chercher de la médication, malgré tout le volet plus pharmacologique qu'on réserve aux professionnels de la santé liés directement vers ça. Nous, en tant que professionnels en intervention psychosociale, c'est important de se rappeler que nos jeunes ont besoin d'outils, ont besoin de stratégies, ont besoin de guides et d'encadrement. Et c'est pour ça que le plus possible, on leur permet de leur offrir une autonomie, mais de les cadrer, de les diriger, puis de leur rappeler surtout que, hey, cet outil-là existe, mon grand, ou hey, est-ce que tu as déjà pensé d'utiliser ça? Ils n'iront pas rechercher ça par eux-mêmes naturellement. Leur cerveau ne va pas nécessairement toujours là
d'un point de vue plus naturel, justement. L'attachement parental, on en a parlé un petit peu, reste un grand pouvoir d'ancrage malgré l'envie d'autonomie. Ils ont besoin de tester, ils ont besoin de savoir que vous êtes là par contre. On va terminer ici la partie 3 en fait, qui est accompagner concrètement la transition. Donc, on va y aller un petit peu plus dans des stratégies pratiques à l'école, à la maison et des activités aussi de soutien que vous pouvez utiliser à la maison, bien évidemment. Donc, lorsqu'on parle du besoin de gratification, donc ce que ça veut dire là, pour notre jeune qui vit avec un TDAH, on a besoin d'attention. On a besoin d'apprendre à nourrir la motivation. Puis quand je dis attention, pas aller chercher de l'attention, mais on a besoin d'être attentif et réceptif. Et c'est plus difficile souvent pour nous qui vivons avec le TDAH. On a besoin de stimuli immédiats et nécessaires pour à maintenir cette motivation-là, finalement. Ce qui arrive, c'est qu'on a de la difficulté avec les longues tâches répétitives et très peu engageantes. J'ai besoin de gratification immédiate. Pourquoi nos jeunes, avec les jeux vidéo, sont capables de passer des heures et des heures en hyper-focus à essayer de changer de niveau de jeu vidéo, puis là, ils réussissent, alors là, ils continuent, ils persévèrent. Ben, c'est parce que cette gratification-là immédiate qui leur est offerte. Là, on parle d'une pensée jeu vidéo, alors qu'à l'école, j'ai pas cette gratification-là immédiate quand il faut que je fasse de la grammaire ou quand il faut que je fasse mes devoirs à la maison. J'ai pas de récompense, j'ai pas de petite nanane qui me permet de dire mes efforts sont validés, j'ai développé une compétence supplémentaire, je suis passée à un autre niveau. Je fais juste des exercices de mathématiques ou de grammaire. Donc, c'est difficile pour le jeune d'aller chercher des stimuli intéressants et de favoriser cette motivation-là. C'est souvent dans ces périodes-là où on voit un petit peu plus de décrochage scolaire chez nos jeunes qui vivent avec le TDAH. Euh, on est un petit peu plus vulnérable à ça parce que j'ai encore plus besoin de stimuli, de gratification, chose qui n'est pas toujours offerte à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter au mieux certains besoins de gratification? On peut d'abord décomposer les tâches en mini-défis atteignables. Donc, c'est pas vrai de dire que parce que nos jeunes sont rendus à l'adolescence, qui ont plus envie d'utiliser la petite compétition, les petits défis, sont plus wise, sont plus alertes à ce que vous allez essayer de faire en amont pour des petites stratégies un peu euh, ludiques, là, pour pas trop qu'ils s'en rendent compte. Ils vont être capables de le voir d'avance, mais en même temps, ils ont quand même besoin de défis. Donc là, c'est d'essayer de travailler notre esprit créatif en tant qu'adulte pour décomposer des tâches en mini-défis, embarquer un peu dans un cadre de compétition avec eux. Euh, que ça soit, tu sais, avec un chronomètre, un timer. OK, là, on se donne un défi, on fait la routine en telle minute, en tel nombre de temps. Maman va le faire avec toi, papa va le faire avec toi. OK, là, on se fait un défi cette semaine, on essaie d'organiser ton horaire en bas de 15 minutes, peu importe ce que vous faites. Faut être créatif, mais ils ont encore besoin de mini-défis atteignables pour ressentir de la gratification immédiate lorsque le défi est atteint. Afficher les réussites visuelles, encore une fois, on ne veut pas encourager ou favoriser trop d'anxiété de performance, mais quand même, pour un jeune qui vit avec un TDAH, l'estime de soi, elle est affectée et corrélée, donc corrélée face aux défis de la vie. Pour nos jeunes, on se rappelle souvent pas assez de beaux moments, mais plus des moments de grands défis ou de petits échecs. Ce qui fait que d'afficher parfois les réussites visuelles, le tableau de progression, permet aux jeunes de se rappeler que, ah oui, c'est vrai, je suis capable, je suis déjà arrivée. On renforçait encore une fois les messages, le circuit neuronal pour que j'encode que je suis bon, je suis capable lorsque je mets des efforts, parce qu'il arrive des résultats, parce que je les vois, les résultats aussi, je m'en rappelle visuellement, puis ça me permet d'encore une fois créer une connexion supplémentaire, un encodage qui me permet de favoriser une réussite positive. Récompenser l'effort, pas seulement les résultats. Ça aussi, c'est super important. On pense souvent à récompenser lorsqu'on a atteint le sommet. Pour nos jeunes qui vivent avec un TDAH, il faut vraiment récompenser chaque petite étape où on a franchi la montagne parce que sinon, c'est trop long. Moi, je m'en rends pas compte, là. Je passe de 0 à 100 puis de monter une montagne, là, c'est vraiment un grand défi pour moi. J'ai besoin de récompenser chaque petite étape pour me permettre de continuer et non pas d'abandonner puis de revenir finalement à la base. Donc, vous avez en fait des exemples ici, là, donc des grilles hebdomadaires de mini-défis. Chaque semaine, je complète 3 devoirs sans rappel. Si je suis capable, j'obtiens un petit privilège à la fin de la semaine. Donc, c'est le concept des systèmes d'émulation. C'est le concept de renforcer finalement un comportement souhaitable avec des petites récompenses. Pas besoin d'avoir des récompenses qui sont
toujours extrinsèques, là, des choses, de l'argent, des choses comme ça, mais des fois, ça peut être juste de venir renforcer puis nourrir un petit peu cette motivation-là pour que on vienne créer un encodage supplémentaire et que ça vienne par eux-mêmes pour la suite des choses. À l'école, encore une fois, on vise à créer des repères et un filet de soutien. On vise aussi à offrir aux jeunes une structure qu'on dit stable et bienveillante qui l'aide à se sentir compétent, organisé, sécurisé face aux défis du secondaire. Donc, pour un jeune qui vit avec un TDAH, l'école est en transition, l'école en transition, donc de passer du primaire au secondaire, devient un pilier essentiel. Elle va structurer l'impulsivité, canaliser l'énergie et offrir des balises claires pour favoriser l'estime et l'engagement. L'école de la vie, hein, des fois on l'entend un petit peu, ben, l'école très physique, là, très tangible, là, leur permet tout ça, là, de développer ces belles stratégies-là. Évidemment que ça peut prendre du temps, il faut être patient en tant que parent, mais il faut se rappeler quand même que tout ce qu'ils vont vivre à l'école, ils vont passer la majeure partie de leur temps à l'école, va leur permettre de se développer au mieux et de favoriser une autonomie bienveillante, pas bienveillante, mais une autonomie favorable à leur développement. Donc, on embarque maintenant on va terminer en fait la conférence de ce soir avec quelques petits outils pratiques. Vous allez avoir plusieurs outils et stratégie que vous allez pouvoir utiliser à la maison. Donc, on va y aller un peu plus avec le volet à l'école. Donc, l'objectif, évidemment, de créer des repères structurés sans écraser. Encore une fois, on se rappelle, on garde en tête que nos jeunes ont besoin d'encadrement, mais ont besoin de favoriser aussi leur autonomie. Une des premières stratégies que vous pouvez utiliser, elle est très banale, probablement que vous la connaissez, mais l'agenda codé par couleur. Donc, pour chaque matière, évidemment, lorsqu'on reçoit l'horaire en début d'année, les mathématiques est en bleu, le français est en rose, les sciences sont en vert. Ça va permettre de faciliter la gestion de temps, d'une part pour notre jeune, puis encore une fois, d'associer une matière à une couleur, ben ça évite de se désorganiser, de ne pas se rappeler nécessairement de ah oui, j'avais oublié mon devoir. À un moment donné, ben, le pictogramme vert veut dire mes mathématiques. Au lieu d'écrire mathématiques, devoir, telle chose, je peux juste souligner en vert ce que j'ai à faire. Puis au bout de bon, quelques semaines, quelques mois, je vais être capable de me rappeler que ce qui est vert, c'est des maths, ce qui est rose, c'est du français, etc. Échéancier visible aussi pour les devoirs, les travaux, les examens. Encore une fois, là, vos jeunes vont être laissés à eux-mêmes pour remplir leur agenda. Donc, il n'y aura plus de professeur qui va les guider. Mais c'est important de faire un survol avec eux. Il y a des moments où vous pouvez le faire, que ce soit les dimanches soirs avant de se coucher. On prend un 15 minutes, pas nécessairement avant de se coucher, mais un 15 minutes, puis on organise notre semaine. Donc là, on ouvre l'agenda. On voit tout ce qui est organisé, des fois un peu plus pêle-mêle de notre jeune qui a écrit un peu sur un coin d'agenda, sur un coin d'une feuille. On ramasse tout ça avec lui, puis là, ben, on le met dans un bon gros agenda mensuel. Ah oui, OK, tu as ton examen le 19, c'est dans 3 semaines. Alors là, bon, examen de mathématiques, c'est surligné en vert. Vois-tu, là, on est rendu le 3. OK, donc dans 3 semaines, ton examen, comment qu'on structure ton temps? Donc, d'avoir concrètement et visuellement un échéancier va permettre d'alléger la mémoire de travail. Encore une fois, pour notre jeune qui est une capacité qui est atteinte. Donc, il y a une fonction qui est atteinte, en fait. Donc, c'est important de leur donner cet outil-là supplémentaire pour qu'ils puissent prendre un petit pas de recul, puis stocker de l'information un peu plus importante pour eux, là, se dégager de cette information-là, de ah oui, il me semble que mon prof m'avait dit que j'avais un examen, mais je m'en rappelle plus c'est quoi, c'est quand. Regarde, si on prend le temps de le faire tous les dimanches, 15 minutes dans une semaine, c'est pas énorme. Je le fais avec mon jeune, ben je favorise encore une fois son autonomie, mais je suis là pour le guider. Agenda commun, tableau familial. Donc, ça ici, c'est le concept de partager son agenda avec son enfant. Si jamais vos jeunes ont des téléphones cellulaires, là, on semble dire que les mesures vont les interdire d'ici l'année prochaine. Mais possiblement que vos jeunes ont quand même des électroniques à la maison. Ils sont souvent très connectés sur leur téléphone cellulaire. Donc, plutôt que de partager un agenda, des fois sur le frigo, il y a une application sur le téléphone cellulaire en fait, sur Google, là, qui s'appelle Google Agenda, que vous pouvez partager avec votre jeune. Donc, même entre vous, entre couples à la maison, si vous avez un partenaire, tout le monde peut y avoir accès. Moi, je suis encodée sur mon adresse courriel, je suis en mauve, ma mère est en rouge, mon père est en vert. Vous avez le choix de partager vos échéanciers. Rendez-vous chez le dentiste le 12 février. C'est peut-être encore maman ou papa qui prend le rendez-vous, probablement, en fait. Vous le mettez dans l'horaire et là, le jeune peut y avoir accès, peut avoir aussi le rappel sur son téléphone cellulaire. Donc, encore une fois,
Ils ont besoin de vous pour aller à leur rendez-vous. Ils ont besoin que ce soit vous qui mettez dans l'horaire, évidemment, mais peuvent quand même tranquillement, pas vite, avoir un petit ah oui, c'est vrai, j'ai un rendez-vous le 12 parce que je le vois dans mon téléphone, dans mon rappel. Encore une fois, on favorise un pas de plus vers leur grande autonomie. Accompagnement de l'adulte significatif, donc à l'école, encore une fois, pour nos jeunes qui vivent avec une perte de repère, difficulté de stabilité aussi, l'importance d'avoir une personne de confiance, un repère significatif pour eux, que ce soit un mentor, un adulte de confiance, un professeur en qui ils ont un bon lien, le TES aussi, de savoir que si jamais il arrive quoi que ce soit, je peux me référer à cette personne-là. C'est très sécurisant aussi pour le jeune. Puis à la maison aussi, en tant qu'adulte, lorsqu'on sent que notre jeune s'efface un petit peu, on n'a pas ou peu accès à certaines de ces informations-là, ben ça peut être intéressant de se dire que, OK, je peux envoyer un petit courriel à la TES, je peux envoyer un petit courriel à tel professeur, savoir ce que lui a observé à l'école. On n'est pas là, évidemment, à l'école, nous, en tant que parents, en tant qu'intervenants. Puis notre jeune ne nous donne souvent pas trop accès à ce qui se passe. Donc, si on peut avoir ce petit lien-là, sans nécessairement dire qu'on coupe le cordon au grand complet, de savoir qu'en tant que parent, je veux quand même être mis au courant de comment ça se passe à la maison, puis comment ça se passe à l'école. On parle aussi d'un bac de départ ou d'arrivage, qui est un autre outil qu'on peut utiliser. Pour nos jeunes, encore une fois, qui vivent avec le TDAH, on a souvent la capacité à limiter, ben pas à limiter, mais à avoir certains oublis de matériel, de choses. On a une charge émotionnelle et cognitive souvent plus élevée. Donc, pour viser à réduire cette charge-là et limiter les oublis, le concept du bac de départ et d'arrivage, c'est vraiment de mettre un bac à l'avant dans l'entrée avec toutes les choses. Lorsque votre jeune arrive à la maison, on dépose toutes les choses-là. Puis, on récupère les choses à la fin de la journée, à la fin, le lendemain matin, c'est-à-dire quand on doit quitter pour retourner à l'école. Donc, il peut avoir un bac d'arrivage, de départ à l'école, puis il peut également en avoir un à la maison. À la maison, quand votre jeune traverse la porte d'entrée, il met sa boîte à lunch, il met son sac à dos, il met ses souliers d'éducation physique, son instrument de musique, c'est dans ce bac-là. Pas le sac à dos dans son crochet, la boîte à lunch dans la cuisine, telle ou telle affaire. Non, non, on met tout ça là. Quand vient le temps de défaire la boîte à lunch, je vais chercher ma boîte à lunch. Je défais ma boîte à lunch et après, je prends ma boîte à lunch et je la remets dans mon bac de départ. Mon bac d'arrivage, mon bac de départ. Même chose pour mon sac à dos. Mon sac à dos dans mon bac d'arrivage de départ, c'est le temps de faire mes devoirs, je vais chercher mon sac à dos. Lorsque j'ai terminé de faire mes devoirs, je vais remettre mon sac à dos dans mon bac de départ. Donc, plutôt que d'essayer de se rappeler d'avoir trois, quatre endroits stratégiques où on met toutes nos choses, l'objectif, c'est de on rapatrie toutes les mêmes choses au même endroit. Comme ça, le matin, quand je me lève, la seule chose à laquelle j'ai pensé, la seule chose à laquelle j'ai besoin de penser, c'est à mon bac. Ma boîte à lunch est là, mon sac à dos est là, mon instrument de musique, j'ai tout mis la veille. That's it, je pars le matin, puis je suis partie. Revoir le plan d'intervention. Donc, encore une fois, à l'école, pour ceux qui vivent avec le TDAH comme diagnostic officiel et qui ont des mesures d'adaptation, comme un plan d'intervention, un plan d'action qui souvent est instauré dès l'école primaire, c'est important de se rappeler que dès l'école secondaire, ce transfert-là est valide. Il y en a pour qui vont vouloir revoir le plan d'intervention avec des nouvelles mesures plus adaptatives au contexte, à l'environnement scolaire du secondaire. Donc, c'est important de prendre ce travail, ce pas de recul-là avant que parents, d'essayer d'aller valider si les différents personnes de ressources à l'école sont au courant de ça pour pouvoir peut-être l'adapter. Donc, dans les faits, là, les grandes mesures souvent qui reviennent le plus souvent, de se rappeler que votre jeune a le droit au tiers du temps pour favoriser évidemment la mise en action, diminuer le stress, diminuer l'anxiété. Ils ont accès aussi souvent à faire leur examen dans des endroits qui sont plus calmes, plus isolés, d'avoir des coquilles, d'avoir des objets sensoriels aussi pour leur permettre de répondre aux besoins de mouvement et faciliter une meilleure concentration. Donc, c'est important aussi de se rappeler d'accepter les outils. Souvent pour nos jeunes qui passent du primaire vers le secondaire, là, le regard des autres est souvent plus important. Et donc, si j'ai mes grandes coquilles dans mon examen de français, ça se pourrait que j'aie pas envie de les porter parce que je veux pas me faire juger. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que je suis moins productive, je suis moins capable d'être dans ma bulle, je suis moins capable de me concentrer. Donc, si je suis gênée de ça, ben peut-être d'avoir accès à un endroit plus calme, d'être retirée finalement de mes examens, peut me permettre de me sentir plus à l'aise de mettre mes coquilles s'il y a seulement deux, trois personnes dans ma classe plutôt que 30.
Encore une fois, c'est beaucoup de travail avec eux pour déstigmatiser, travailler certains stéréotypes parce que là, souvent, ils vont se sentir seuls à vivre avec leur TDAH. Et on se rappelle qu'il y a quand même un petit pourcentage de chances de gens qui vivent avec le TDAH. Puis là, je dis petit, mais de plus en plus qui est en émergence. Donc, à peu près 3 4 élèves dans leur classe qui vont vivre eux autres aussi avec un TDAH. Puis ça, c'est ceux qui sont diagnostiqués. Donc, des fois, ça peut être intéressant de valider avec eux qu'ils sont pas seuls malgré leurs petits défis. Chacun va à son rythme. Puis c'est important d'utiliser ces outils-là qui sont intégrés dans leur plan d'intervention. Ils y ont accès, ils ont le droit. C'est pas de la mauvaise volonté que d'avoir de la difficulté de se concentrer en classe. C'est vraiment un décalage, un niveau, il faut que je m'attende, il faut que je recule un petit peu, il faut que je me mette à l'action. C'est plus difficile, c'est plus demandant aussi, là. Donc, c'est important de garder en tête ces mesures d'adaptation. À la maison maintenant, on a parlé, dans le fond, d'un levier, un grand levier d'intervention, un grand facteur de protection. La maison, on voit ça plus pour un port d'attache. On voit plus ça comme un endroit de sécurité, un lieu de l'organisation, la sécurité affective, la bienveillance qui va permettre aux jeunes de se ressourcer face aux grands défis de l'extérieur. Donc, dans notre système imbriqué de la maison, la famille, c'est là où on se sent plus en sécurité, on se sent plus stable. La maison devient un pilier d'équilibre, un espace où structure rime avec soutien émotionnel et favoriser l'autonomie et la stabilité. Encore une fois, votre jeune va probablement se contenir beaucoup à l'école et à la maison va exploser parce que là, je suis sécure, je me sens bien, je suis à l'aise, je suis confortable et je sais que mes parents ne me jugeront pas puis ils vont m'accepter peu importe ce qui va arriver. Chose qui, à l'école, je suis encore en train de tester, voir si les gens vont pas m'abandonner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prolonger cette structure-là à la maison? Pour structurer, encore une fois, sans écraser avec notre jeune qui vit avec le TDAH. La routine transportable, donc d'avoir un carnet de routine accroché au mur ou glissé dans le sac, structurer les étapes clés de la journée. C'est un peu comme un système d'émulation, un système de routine. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils deviennent plus adolescents qu'ils ont moins besoin de systèmes visuels. Le cerveau, quand même, fonctionne des fois par des petites étapes, fragmenter les tâches. Donc, d'avoir le plus possible des routines un peu partout. L'horaire aussi, de les imprimer et les réimprimer aussi. Ça peut être un outil qui est intéressant pour vous, pour le jeune aussi, pour s'y référer rapidement lorsqu'on a une question, lorsque je suis ambivalent, j'ai oublié mon agenda à l'école, mais j'ai quand même imprimé ma routine au préalable. Je sais que demain, j'ai telle période, j'ai tel cours, bref. De s'y référer. Encore une fois, ça permet de structurer les étapes clés de la journée, diminuer le stress, diminuer l'anxiété, favoriser une meilleure mémoire de travail aussi à moyen long terme. Double canal de communication. Ici, on vise à associer la parole à un geste. Donc, on vise à favoriser un double encodage. Donc, plus souvent qu'autrement, un jeune qui vit avec un TDAH va avoir en moyenne à peu près 150 réprimandes ou demandes de plus qu'un jeune qui ne vit pas de TDAH. Ce que ça veut dire, c'est que ça, c'est seulement à l'école. Dans une journée. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, le professeur, OK, la gang, on sort le cahier à la page 35, on va pouvoir commencer l'exercice. Ça, c'est une demande au groupe. Anthony, mon jeune en classe qui vit avec un TDAH, votre garçon. Hey, Anthony, mon loup, page 35, n'oublie pas, c'est le temps de se concentrer. Deux demandes. Fait que voyez-vous, le votre jeune va avoir été sollicité une fois de plus parce qu'il serait pas, il ne va pas s'être mis à l'action de la première fois. Donc, on sollicite énormément par le rappel, le canal de communication. On nomme les choses, on essaie d'être clair et cohérent avec eux. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, ils sont saturés d'avoir beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, plutôt que encore une fois, arriver à la maison, Anthony, c'est le temps de faire tes devoirs. Anthony, ça fait 4 fois que je te le dis. Ben, on essaie de viser un accompagnement d'un geste. Donc, lorsque je te mets la main sur l'épaule, tu sais que ça veut dire que là, on commence les devoirs. Lorsque je te fais ton petit signe comme ça, lorsque je te fais un signe comme ça, peu importe le message que vous faites avec lui, ça veut dire, hey, on se met à la tâche. Puis lorsque j'ai pas envie de répéter, ben à chaque fois que je te mets la main sur l'épaule, ça veut dire, OK, là, on se met à la tâche. Fait que c'est de viser, en fait, un double encodage. Ça peut être un petit truc des fois qui fonctionne pour certains. Le temps plus la pause, ça c'est la technique de Pomodoro. En fait, là, celle qu'on a mis, c'est le 15-10. Mais la technique de Pomodoro, pour ceux qui veulent s'y référer, là, encore une fois, je vous invite à aller faire vos petites recherches. C'est une technique qui vise à faciliter le temps de concentration d'un jeune ou d'un adulte, en fait, là, de favoriser une meilleure disponibilité à long terme. Donc, encore une fois, c'est de séparer les tâches à faire. Donc, par exemple, que vous avez un bloc de 60 minutes à faire, je fais 25 minutes où je me concentre. Je mets un time timer. Ensuite, j'ai une pause de 5 minutes, sans écran évidemment. J'aère mon cerveau, je me lève, je vais aux toilettes, je bouge un petit peu. Je reviens pour me reconcentrer 25 minutes.
j'ai reçu de ça avec une pause de 5 minutes, 25, 15 minutes. Donc, bref, c'est encore une fois l'objectif d'avoir une gratification immédiate. Au bout de 25 minutes, je me récompense. Mon cerveau se récompense par une petite pause, donc ça permet d'être un peu plus productif. Pour un jeune qui vit avec un TDAH, la capacité attentionnelle est souvent plus limitée qu'à 25 minutes. Donc, on peut se dire, OK, ben, au lieu de faire 1 heure de devoir ce soir, on se dit qu'on fait 30 minutes. Mais au lieu de se dire qu'on fait 30 minutes, on fait 2 fois 15. Encore une fois, c'est un petit truc pour déjouer le cerveau, mais qui permet encore une fois d'offrir une gratification immédiate et de dire, ben regarde, si c'est juste 15 minutes de concentration, ça va aller vite quand même. Je prends 10 minutes de pause par la suite, puis je refais un deuxième bloc de 15 minutes. Fait que ça va m'avoir pris 45 minutes, mais je vais avoir fragmenté mon temps de concentration. Je vais m'avoir mindé à me concentrer pendant 15 minutes pour après ça avoir une pause de 10 minutes, pour après ça revenir en 15 minutes. Puis ce que ça fait, c'est que je risque d'être plus disponible à la fin de mon bloc et non pas complètement saturé cognitivement. Préparation mentale active, donc le concept de reformuler la consigne par le jeune va permettre d'activer la mémoire de travail. Donc, lorsque vous lui faites une demande, Anthony, c'est le temps de faire ses devoirs, plutôt que de lui dire, oui, oui, c'est bon, je m'en viens. Anthony, qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi que maman elle a dit? Anthony, c'est le temps de faire tes devoirs. OK, parfait. Donc, de l'amener à ce qu'il reformule la consigne. Encore une fois, un petit truc des fois très banal, mais qui peut être important. Carnet de transition. Là, on est plus dans un volet d'anxiété chez nos jeunes, de stress, d'anticipation aussi face à, bon, la transition entre le primaire et le secondaire, mais aussi à l'école. Donc, des fois, ça peut être en amont, avant de vivre des grandes transitions, des grands défis, une grande anxiété, d'écrire avec notre jeune sur un petit papier, mes forces, mes défis et les alliés. Force, je suis persévérant. Un petit mantra, une petite phrase d'ancrage, des fois, qui fait du bien. Mon défi, ben, ça peut être je me sens stressée par les changements, je me sens inconfortable. Encore une fois, de mettre sur papier des fois comment on vit certaines choses en tête, ça nous permet d'offrir une chance de plus à notre cerveau de pas trop ruminer parce que là, ben, j'ai fait l'exercice de la sortir un petit peu de mon esprit et d'écrire des alliés, des personnes ressources à la maison ou à l'école. Lorsque je me sens pas bien, je peux aller voir Madame Catherine, la TS, au local 133. De l'écrire sur papier, encore une fois, quand il va arriver une situation où là, hey, je me sens pas bien, je me sens pas confortable, ben, je peux sortir mon petit papier 133 local, ok, parfait, j'y vais, je m'y réfère. C'est sécurisant, c'est valorisant, pas valorisant, mais ça offre une sécurité un peu plus, euh, ça permet d'avoir une meilleure sécurité, là, un bon filet de sécurité finalement. Et finalement, le lendemain, en autonomie, donc vérifier le sac d'école, préparer les vêtements du lendemain, lister 2 à 3 priorités pour le lendemain, développer l'anticipation. Donc, encore une fois, ça revient un petit peu au bac de démarrage et d'arrivage, mais l'objectif, des fois, c'est de juste se rappeler, de garder en tête qu'on veut développer l'anticipation, puis permettre de moins ruminer, de moins anticiper, ben, pas de moins anticiper, mais d'être plus disponible le matin, là. Donc, si j'ai 8 décisions à prendre, si j'ai 8 choses à me réfléchir, à me préférer, à ne pas oublier, il y a des bonnes chances qu'à 10 h, 11 h, je suis un peu moins disponible que si j'ai juste une décision que j'ai prise le matin, puis c'est, je prends ma pile de linge, puis mon bac de démarrage, puis je m'en vais, puis ma journée commence. Vous avez ici d'autres petits trucs à la maison que vous pouvez utiliser. Donc, encore une fois, l'expression émotionnelle, on en a parlé un petit peu, d'avoir un discours où nous, en tant qu'adultes, on agit comme personnes qui peuvent nommer ses émotions et valider. Donc, souvent pour nos jeunes qui veulent pas nécessairement rentrer trop dans les détails de comment ils se sentent, plutôt que de leur dire comment ça a été ta journée, qu'est-ce qui s'est passé, veux-tu m'en parler, on peut simplement autour d'une table le soir, quand vous êtes en train de souper, parler d'un haut et d'un bas de la journée. Donc, ce serait quoi ton haut? Un moment que tu as aimé dans ta journée, un bas, un moment que tu as moins aimé. Tout simplement, on a accès à beaucoup d'informations quand même. Puis pour les jeunes, c'est plus facile d'aller se référer à bon, mon meilleur moment puis le moment que j'ai moins aimé. Échelle émotionnelle simple aussi, donc de 0 à 10. Des fois, c'est de quantifier comment a été ta journée aujourd'hui. Ah, ça a été 5 sur 10. Ah, OK. Puis plutôt que d'utiliser la technique du genre, ah ouais, 5, pas plus que ça, ben d'y aller plus d'un point de vue positif. Hey, 5, c'est déjà bon. Pourquoi ça a pas été pourquoi t'as pas nommé 4 par hasard? Tu sais, t'es quand même nommé 5, c'est quand même la moitié. Tu sais, bref. Utiliser un peu plus une approche axée ou orientée vers les solutions, un peu plus positive aussi. Préparer des plans B, donc création de scripts simples. Si j'oublie un devoir, je peux. Encore une fois, ça revient un petit peu aux petites cartes qu'on pouvait mettre dans le sac pour limiter l'anticipation, développer l'anticipation ou diminuer l'anxiété. Mais des scripts simples, des plans B, là, en fait. Là, si j'oublie un devoir de français, je peux me référer à telle personne qui est dans ma classe. Voici son numéro pour lui écrire, pour lui envoyer un courriel. Donc, encore une fois,
Ça permet, ou tel courriel de mon professeur, j'ai oublié mon devoir, ben ça permet de voir que malgré les oublis qu'on va avoir, qu'on va faire, on peut se préparer un petit peu, ça nous permet de diminuer l'anxiété, le stress, puis ça me permet aussi d'avoir un plan B, puis de possiblement offrir à mon professeur une chance de voir que, bon, j'ai oublié mon devoir, mais au moins j'ai fait l'effort quand même de lui écrire la veille pour lui dire, écoute, je suis en train de vouloir faire mes devoirs, j'ai oublié mon cahier, je suis désolée, j'ai essayé d'écrire à telle personne, elle m'a pas réécrit. Je voulais juste vous en informer. C'est pas que je voulais pas, c'est ça qui est arrivé. Ben bref, ça peut être une façon de préparer des plans B. Renforcement positif, encore une fois, on le renomme, mais souligner les efforts, pas seulement les résultats. Routine de transition douce. Donc, encore une fois, on a parlé à plusieurs reprises de ce fameux système de famille, d'école, de transition imbriquée. Donc, avant d'arriver à la maison et de faire des devoirs rapidement, il faut leur offrir une pause à nos jeunes. Il faut qu'ils décompressent, il faut qu'ils bougent. Souvent, ce qu'on peut offrir, c'est des décharges motrices. Donc, pour nos jeunes qui ont un grand besoin de mouvement, donc de bouger, donc de faire des décharges motrices et faire une série de petits exercices suivis d'une petite pause de 2 minutes de relaxation ou même de leur offrir un temps d'espace pour aller courir, aller sur des trampolines, ou faire une activité un peu plus physique, aller marcher le chien, aller chercher les lettres à la boîte aux lettres, peu importe ce que c'est. Faut leur permettre de bouger pour qu'après ça, le cerveau soit plus aéré et disponible à se concentrer et à me remettre à la tâche qui est mes devoirs. Des compressions obligatoires, donc un temps calme, permettent au cerveau de faire une transition émotionnelle et cognitive. Encore une fois, on l'a nommé, les jeunes, on passe du primaire vers le secondaire, on passe de l'école à la maison. On a besoin de se calmer, on a besoin de décompression, on a besoin de relaxer. Des fois, ça peut être sur leur téléphone cellulaire, aussi néfaste que ça peut en avoir l'air. C'est important pour eux de faire des choses qui leur font sentir bien. Toute la journée, ils ont dû se contenir et se concentrer. Donc, à la maison, ils ont besoin d'un petit relâchement. Il faut qu'il y ait une décompression qui est obligatoire. Valider et normaliser. Donc, encore une fois, prendre le temps de nommer que les passages, les oublis et les frustrations, ce sont des choses qui sont normales, qui sont valides et pour qui on peut travailler pour en avoir le moins possible, mais quand même apprendre à travers ça. C'est là où on réussit finalement à consolider notre cerveau de la meilleure façon possible. Donc, en conclusion, à travers tout ça, il faut se rappeler que le transition du primaire vers le secondaire, c'est un saut d'univers, c'est pas juste un changement d'école. C'est vraiment une transformation qui dit comme profonde. On parle de nouveaux repères, de nouvelles attentes, de nouvelles relations. Pour le jeune qui vit avec un TDAH, évidemment, l'impact, elle est amplifié. Il faut se rappeler qu'on vit tous la vie pour la première fois. Vous avez déjà vécu ce passage de transition-là entre le primaire et le secondaire. Votre jeune va le vivre pour une première fois prochainement, dans les prochains mois, prochaines semaines. Peut-être qu'il est en train de la vivre éventuellement. Donc, il faut se rappeler tout ça, que c'est une transformation qui est très profonde, qui est très difficile aussi. Faut se rappeler aussi que derrière chaque comportement difficile, on parle souvent d'un besoin. Un besoin souvent qu'on a besoin d'être vu, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'être compris par notre jeune. Souvent, on associe un jeune avec un TDAH à un besoin d'attention. On entend souvent ça dans le jargon d'intervention, il a besoin d'attention, il a besoin de se faire regarder. Non, un jeune n'a pas besoin d'attention. Un jeune a besoin de structure, a besoin de repères, il a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être compris. Il a besoin d'explorer, mais il a surtout besoin de se sentir en sécurité. Il a besoin de tester, mais de revenir à la maison quand même. Et ben nous, notre rôle en tant qu'adulte, c'est de ne pas éviter le changement, de ne pas supprimer les défis non plus. La vie est un grand terrain de jeu, surtout pour nos jeunes qui vivent avec un TDAH. Donc, on se doit de les accompagner, d'encadrer et de croire en leur capacité d'adaptation, surtout en fonction évidemment de nos attentes et de leurs attentes également. On veut créer des ententes, on se rappelle, et on veut leur offrir des appuis solides et bienveillants pour, encore une fois, favoriser leur plasticité cérébrale, leur offrir une connexion de circuits neuronaux positifs qui va leur permettre d'être adaptés, d'être socialement bienveillants envers leur développement et de favoriser une autonomie grandissante à venir. En terminant, petite phrase là aussi simple qu'elle en est.
Comme le disait Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement. Donc, petit rappel de se dire qu'on est toujours en transition, on est toujours en changement perpétuel. Évidemment, rien n'est permanent. On passe tous à travers des petites passes. Vous allez entrer dans la phase de l'adolescence qui est peut-être déjà arrivée à vos portes. Bonne chance. Non, c'est pas vrai. Mais non, sans blague, c'est vraiment une période qui est charnière pour les parents, pour les ados aussi. Il faut se rappeler que nous, en tant que parents, c'est difficile à la maison en tant qu'intervenant, mais notre jeune aussi qui est en construction d'identité, là, souvent leur chantier, on parle d'un grand construction, là, un grand chantier où là, les fonctions exécutives sont mises à épreuve, mais j'ai des défis parce que j'ai un TDAH. Bref. Ça devient vraiment le chaos. Donc, c'est important de se rappeler que tout ça, c'est une phase qui est transitionnelle finalement et que s'ensuit tout ça, le beau temps et leur belle capacité d'adaptation. Donc, et voilà, c'est ce qui termine en fait cette première partie de conférence. Je vais pouvoir arrêter l'enregistrement, mais avant tout ça, je vous invite évidemment à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, vous avez les liens ici, là, donc notre adresse courriel, si jamais vous avez des informations plus pratiques, vous avez besoin de bénéficier de certains accompagnements individuels ou même peut-être d'avoir certains outils, stratégies, référencements. N'hésitez pas à nous écrire, nous appeler. On vous invite également à aller visiter notre site Internet avec toute notre offre de services. On a une offre de services en atelier, là, comme je vous nommais, et également nos sites Internet, nos réseaux sociaux, donc notre Facebook ou notre Instagram, Association Panda La Naudière. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vais arrêter l'écran tout de suite pour évidemment arrêter l'enregistrement, pardon, pour prendre les questions.